Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une émission dédiée à l'immortalité. L'immortalité, est-ce un rêve? Est-ce un mythe? Un désir? Un espoir? On va dire qui est commun à toute l'humanité, à toutes les cultures, à toutes les époques. Nous allons essayer de répondre dans cette émission à sa légitimité, à savoir est-ce que l'immortalité est légitime? Pour qui? Quand? Comment? Et aussi, est-ce qu'elle est envisageable réellement? Et est-ce que quelque part, elle est permise par la biologie, permis tout simplement par le vivant? Ou est-ce même sa finalité? Ce sont les questions que j'ai envie ici d'aborder avec vous aujourd'hui, à partir de plusieurs hypothèses de travail, et de voir comment nous allons essayer aussi, dans cette démarche, de faire converger deux points de vue qui aujourd'hui sont assez opposés. Le transhumanisme, issu principalement du matérialisme, et puis le spiritualisme qui lui est issu du post-matérialisme. Voilà. Alors depuis quelques années, on entend parler, depuis à peu près maintenant une bonne quinzaine d'années surtout, on entend parler souvent d'un concept qu'on appelle le transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est une idéologie, quelque part, qui consisterait à vouloir améliorer la condition de vie de l'homme, prolonger sa vie, le rendre potentiellement immortel, peut-être même le faire rajeunir, mais surtout aussi l'hybrider d'une certaine façon avec des technologies qui sont du domaine, on le verra pour moi pendant l'émission, qui sont du domaine du fantasmatique, qui sont des choses qui ne pourront pas, à mon sens, exister, puisqu'on va s'apercevoir que ces outils dont on voudrait quelque part nous câbler, nous interconnecter, nous les avons déjà dans notre package de naissance de conscience, on va dire, c'est-à-dire que nous les avons cognitivement en nous, nous les avons corporellement, nous les avons psychiquement, et nous avons la capacité de les utiliser sans avoir besoin de recourir à du puçage ou tout un ensemble, on va dire, de technologies invasives, déjà dans un premier temps, et puis dans un second temps, on va dire quand même soumis en lien avec une oligarchie, avec un pouvoir, avec aussi l'idée peut-être même du contrôle, même si je ne suis pas adepte des théories du complot ou ce genre de choses, mais il est évident que les technologies dites invasives pour augmenter l'homme, pour moi, ne vont pas lui offrir de la liberté, mais au contraire risquent de lui en enlever. Mais je pense que là encore, pour reprendre mon expression que j'aime bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelle est la motivation première de ce courant transhumaniste? Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à lire les premières publications sur le sujet, où on nous parlait de vouloir prolonger l'espérance de vie, de vouloir quelque part vaincre la maladie, de voir également la mort comme une maladie, et d'essayer de la reculer au maximum, en essayant de prolonger la vie des gens dans des conditions de vie optimales, même peut-être possiblement de rajeunir, incroyable, de faire rajeunir des êtres humains pour leur redonner un âge, on va dire, idéal. Tout cela m'a paru extrêmement étonnant, mais en même temps m'a beaucoup intéressé. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ethnologue et en tant que chercheur issu des sciences humaines, je me suis intéressé à ce phénomène d'un point de vue sociétal, en me disant, mais pourquoi ces mythes reviennent aujourd'hui, comme ça, par le biais de la technologie, dans notre société? On a vu des articles il y a quelques années, le Times, je crois, titrait « Google veut tuer la mort ». Donc l'idée en fait que tous les manias, toutes les technologies de la Silicon Valley, toutes les avancées, on va dire, technologiques, auraient pour finalité de vaincre la mort, de nous donner une pseudo ou totale immortalité physique, en nous laissant toujours jeunes, en nous donnant une bonne santé. Alors après, c'est très tentant, qui ne s'ignorait pas, effectivement, c'est clair. Mais ceci a des conséquences, et nous allons voir justement, au cours de cette émission, les points de convergence, les points d'opposition qu'il peut y avoir entre une vision matérialiste et une vision post-matérialiste, et de voir un peu, quelque part, s'il ne peut pas y avoir une synergie, pour avoir quelque chose d'équilibré, puisqu'on est sur un désir qui, à mon sens, est un désir d'abord humain. Il me semble véritablement que les désirs des transhumanistes sont les mêmes désirs qui, d'un point de vue mythologique, animaient Gilgamesh, par exemple, dans son épopée,
ce roi sumérien qui quelque part recherchait la quête d'immortalité. Il y avait aussi le même désir dans la quête du Graal. Alors est-ce que Chrétien de Troyes, qui a écrit la légende de la quête du Graal, était-il un transhumaniste? Parce qu'il rêvait également, lui, de promouvoir dans son récit le Graal, c'est-à-dire quelque chose qui donne la jeunesse éternelle et l'immortalité à celui qui entre en contact avec lui. Donc, il y a tout un ensemble de mythes comme ça sur la Terre entière, dans toutes les cultures, qui sont en lien avec le désir d'immortalité de l'être humain. C'est quelque chose qui est archétypal, on le retrouve dans toutes les sociétés, dans tous les mythes, que ce soit en Océanie, que ce soit dans les cultures celtes, que ce soit dans les cultures africaines, on retrouve ça absolument partout, dans tous les mythes, il y a ce désir d'immortalité qui se joue à travers les mythes. Donc quelque part, le transhumanisme et son désir de vaincre la mort, de prolonger la vie, de régénérer la vie, de combattre la vieillesse, c'est un terrain mythique. C'est une base mythique. C'est une expression mythologique, clairement. Donc à partir de là, c'est intéressant de prendre le problème à l'envers et de se dire, tiens, est-ce que, puisque les mythes très anciens, que l'on imagine être à la jonction entre l'animalité et ensuite la nature culturelle de l'humanité. On pense qu'il y a un passage à un moment où on est passé d'une animalité qui avait déjà une expression culturelle, puisqu'on sait aujourd'hui que les animaux ont aussi des cultures, ça a été montré par l'éthologie moderne. Mais c'est intéressant de se dire qu'à cette jonction entre l'animalité et l'humanité, il y a ces mythes qui déjà exprimaient un désir d'immortalité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, et ça va être une hypothèse de travail pendant l'émission, est-ce qu'à un moment, l'immortalité biologique est-elle la finalité du vivant? Est-elle la finalité de la vie? C'est-à-dire le but même de l'évolution biologique. On peut légitimement se poser cette question. Elle est parfaitement envisageable. Alors vous allez me dire, non mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Mourir, c'est biologique, c'est la finalité de la vie, c'est la mort. Eh bien justement, non. Il y a dans le règne biologique, quand c'est nécessaire, il y a dans le règne vivant, quand c'est une nécessité, pour certaines espèces, le fait de se rendre immortel. Alors qu'est-ce qu'on entend par espèce immortelle? Eh bien, on en trouve des exemples extraordinaires chez les végétaux. Les plantes, les arbres notamment, sont potentiellement, s'ils ne sont pas battus, des êtres immortels. S'ils ne sont pas malades, s'ils ne sont pas coupés par un bûcheron, ils sont des êtres immortels. On a retrouvé des arbres extrêmement anciens, extrêmement vieux. Et surtout, on s'est rendu compte aussi d'une faculté rare chez les plantes. Toutes les plantes ne le font pas, mais c'est une faculté qui existe, notamment souvent dans des plantes, on va dire, de botanique tropicale ou équatoriale, avec ce qu'on appelle l'autoclonage, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité à se cloner elles-mêmes, et donc à partir d'une feuille, de recréer plusieurs versions d'elles-mêmes. Je vais vous montrer ça, car j'ai ici à la maison justement une de ces plantes amazoniennes qui a cette particularité. Vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Alors voilà, vous avez donc une feuille qui est tombée sur l'humus, et à partir de cette feuille, vous avez ici 4 nouvelles plantes, donc autoclonées, qui sont ici en train d'apparaître. Je ne sais pas si on le voit très bien, je pense que si. On voit ces petites plantes qui repoussent à partir de la feuille, c'est ce qu'on appelle de l'autoclonage. C'est une faculté absolument incroyable, parce que imaginez ça à partir d'un être humain, c'est comme si moi je me coupais un morceau du petit doigt, et que ce petit doigt qui retombait par terre, eh bien, il en ressortirait 5 versions de Romuald Le Terrier, avec sa mémoire, avec son expérience, et qui à nouveau pourrait reprendre donc une vie, là on est sur des petits plans, une vie d'enfant, une vie d'adulte, voilà. Donc c'est quand même assez incroyable de penser que des plantes soient capables de faire une chose pareille. Alors, il n'y a pas que les plantes qui sont capables de faire ça, ça existe aussi dans le règne animal. On a des exemples complètement éloquents, absolument incroyables. Alors, il existe dans la mer des Caraïbes une petite méduse de la taille de quelques millimètres qui s'appelle le Turritopsis dorni et qui a un cycle de vie réversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que, arrivé à un certain stade de sa croissance, cette petite méduse a la capacité de rajeunir véritablement, et de reprendre un cycle de vie,
comme ceci à l'infini. Si elle n'est pas sujette à la prédation, cette méduse est immortelle. C'est-à-dire que si elle n'attrape pas de maladie ou si elle n'est pas tuée par un prédateur, cet être est absolument immortel. Donc, on ne peut pas dire que mourir est une finalité du vivant. Ce n'est pas vrai. Et c'était important de le dire, je pense, que ce n'est pas du tout une finalité. Il y a la liste de ces créatures qui font de l'autoclonage au niveau des plantes et de l'immortalité, on va dire, avec des cycles de vie réversibles chez les espèces vivantes animales, sont nombreuses. Il n'y a pas qu'un seul exemple ou deux exemples. Là, j'ai donné deux exemples. Je vous ai montré une plante amazonienne, plus l'exemple de la méduse des Caraïbes. Mais en même temps, on aurait pu les multiplier. Ça veut dire que moi, ce que j'ai envie de proposer ici, c'est de se dire que quelque part, eh bien, l'immortalité est quelque chose, biologiquement, qui est possible, qui est déjà en fonction pour certaines espèces, et que quelque part, elle pourrait même être le moteur de l'évolution et aussi sa finalité. Les mythes, comme je le disais il y a quelques instants, du monde entier regorgent de ces idées de la régénération de la vie à travers la fontaine de jouvence, à travers le Graal. La quête de l'immortalité est présente chez tous les héros mythiques dans toutes les civilisations, à toutes les époques. On le retrouve partout. Et ça s'est transmis bien en deçà du seuil de la conscience. C'est-à-dire que ces mythes, comme je disais tout à l'heure, ils passent de l'animalité à l'humanité. Ils sont quelque part le fil conducteur qui nous ont fait amener à la conscience réflexive, on va dire. Et ces mythes contiennent cette promesse, ce désir, ce germe. C'est cela aujourd'hui qu'on retrouve dans le transhumanisme et dans ce désir qui est toujours pressant, parce que les technologies, effectivement, de plus en plus sophistiquées, des biotechnologies, la synergie entre les biotechnologies, l'informatique, les nanotechnologies, tout un ensemble, on va dire, de dispositifs techniques, laisse envisager la possibilité de ce que pouvait promettre la fontaine de jouvence, de ce que pouvait promettre le Graal, de ce que pouvaient promettre les grands mythes anciens. Sauf qu'il manque une chose fondamentale dans le transhumanisme, la dimension spirituelle. Et ouais, et c'est là où justement, quelque part, il y a un problème. C'est que le Graal, ok, il rend immortel, mais il est associé effectivement au Christ, au sang du Christ, donc à l'archétype christique, à l'archétype divin, et donc quelque part avec une vraie dimension spirituelle évidemment. Il en va de même, bien sûr, pour la fontaine de jouvence, qui est liée à l'alchimie, qui est liée à d'autres traditions. Donc on ne peut pas se passer, même avec un désir transhumain, on ne peut pas se passer de spiritualité, et donc d'une vision transhumaniste qui serait cette fois-ci non plus matérialiste, mais post-matérialiste, voire spiritualiste. J'essaye toujours dans mes recherches, ceux qui me connaissent le savent, j'essaye toujours de prendre des points qui sont séparés, des points de vue qui sont séparés, qui ont chacun, on va dire, leur optique, pour essayer de montrer en fait qu'il y a des points de convergence, et qu'en réunissant ces points de convergence, on peut trouver des terrains d'entente, et donc de travailler, et quelque part à un moment au niveau sociétal, de faire avancer les choses, et de trouver des terrains communs de recherche, d'entente, parce que forcément, il y a des choses chez les matérialistes qui peuvent intéresser les spiritualistes. Moi, je ne nie pas la technologie, je ne suis pas du tout anti-fervent technologie. Je suis d'ailleurs dans la même logique que le philosophe Gilbert Simondon, un philosophe français, qui disait que quelque part, la technologie est, on va dire, l'extériorisation de processus biologiques qui sont inhérents à notre personnalité, à notre physionomie, à notre cognition, à notre façon de penser, à notre façon de vivre, comment on est fait au niveau de notre architecture biologique. Donc, je suis en accord avec ça. Moi, je ne nie pas la technologie, on en a besoin. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, avec cet enregistrement-là, c'est dû à ces technologies de l'informatique, de l'information. Donc, je ne nie pas la technologie, j'aimerais juste qu'elle ait un petit peu plus d'humanité, un petit peu plus de spiritualité, un petit peu plus de conscience, surtout. Je dirais même que je ne mettrais même pas le mot spiritualité, je dirais qu'elle ait plus de conscience. Parce que là, aujourd'hui, on voit bien que cette science, pour paraphraser un peu Rabelais, elle est sans conscience. Ce que l'on veut faire, de mettre des interfaces neuronales, de faire des biopuces implantables dans le cerveau, augmenter l'homme par de la robotique,
tout ça, c'est le golem, mais c'est vraiment quelque chose qui est du domaine du pur fantasme, mais un fantasme en même temps qui est dangereux. Vraiment, parce qu'il n'y a pas de conscience dans ça, vraiment, quoi. Je veux dire, on est dans un tout matérialiste, tout physiologique, on essaye de penser qu'à un moment on pourra télécharger la conscience humaine dans un ordinateur, parce que la logique de ces gens, c'est de penser que la conscience émerge dans un cerveau parce qu'il est complexe, et que donc c'est le nombre de connexions, le nombre de toute la complexité, on va dire, cérébrale qui fait que émerge la conscience. Voilà, on peut quand même en douter. Bien sûr, les projets de simulation de cerveau artificiel ne feront pas apparaître de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un fantasme. Il faut arrêter de penser ça. Mais on va dire que le désir des transhumanistes est pour moi un désir légitime. Et je pense que les outils qu'ils veulent développer sont présents déjà en nous au niveau de la conscience. Au niveau de notre architecture psychocorporelle, nous avons ces outils qui peuvent nous permettre justement de réaliser ces rêves fous que les transhumanistes essayent de nous faire, de nous faire voir. Alors, je suis contre le tout technique, bien souvent en plus, on va dire, une technologie qui est quand même motivée par l'argent, par l'appât du gain. On voit très bien que quand même les millionnaires des GAFA, dont l'idéologie c'est quand même effectivement d'être immortel, de créer une société élitiste, qui pourrait générer des profits en plus, parce que forcément, ils espèrent peut-être vous vendre des technologies de la conscience implantables, comme on vend aujourd'hui des smartphones, à bas prix, et donc gagner encore beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais ça aura sa limite, forcément. Ça aura sa limite parce que le paradigme qui porte le transhumanisme technologique aujourd'hui est un paradigme révolu, qui est celui du matérialisme. Et il y a un moment quand ces gens aussi, et quand les gens en général vont se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de cette technologie, puisqu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur propre package, des outils dont ils ignorent le fonctionnement, et quand ils vont en prendre conscience, eh bien ils vont comprendre qu'ils vont reprendre leur destin en main, qu'ils vont pouvoir faire des choses, qu'ils vont pouvoir interagir avec le réel, qu'ils vont pouvoir à un moment faire des choses qui sont du domaine aujourd'hui encore de ce qu'on appelle du parapsychologique ou du super pouvoir, comme on voit dans les films de science-fiction, dans les Avengers ou autres. À un moment, effectivement, cette voie du tout technologique pour quelque part faire évoluer l'humanité, à mon sens, s'éteindra d'elle-même. On aura une branche morte parce qu'il n'y aura plus la nécessité, puisque des outils extraordinaires sont déjà en nous. Lorsque j'ai créé mon protocole de synchronicité en 2013, où j'ai essayé de créer des synchronicités, de voir si à un moment on pouvait avoir donc, qu'est-ce que suggérait de créer des synchronicités, de voir si on pouvait à un moment avoir une vraie interaction avec la réalité physique, savoir si on pouvait quelque part, avec notre conscience, intentionner quelque chose et le voir se manifester dans le réel. C'est-à-dire montrer en gros que l'univers dans lequel on vit est interactif, et qu'il est interfacé déjà avec notre conscience, et qu'on a la possibilité de l'augmenter, pour reprendre les termes des transhumains, d'augmenter notre réalité par le biais de boucles causales, par le biais donc de synchronicité volontaire créée à partir d'intentions et d'éléments sélectionnés au hasard pour les voir se manifester dans la réalité, les voir se densifier. J'ai donc fait un protocole sur presque 3 ans, de 2013 à 2015. J'ai fait j'ai créé 22 synchronicités. J'en faisais une à peu près tous les mois, des fois avec des laps de temps un peu plus espacés. Alors le protocole il est simple, il a été décrit dans de nombreuses conférences gratuites et aussi dans l'ouvrage Se souvenir du futur. Je vais quand même le rappeler très rapidement. J'avais pris donc une boîte dans laquelle j'avais mis des images d'animaux et une autre boîte dans laquelle j'avais mis des images de symboles. Voilà. J'ai pris au hasard une image d'un animal, l'image d'un symbole. Je mettais un timing pour voir se manifester dans la réalité cette synchronicité autour de ces deux motifs. Donc j'ai pris au hasard, hein, c'est très important le hasard, parce que le hasard est support de notre conscience à partir du futur. Donc il y a un phénomène de ce qu'on appelle de rétropsychokinèse, rétropsychokinésie. Et donc à partir de là, de voir se manifester des réalités, le lapsus est plus que correct, des événements, on va dire, qui s'incorporent dans la réalité, et qui crée l'étoffe du réel, on va dire. Donc, cette expérience, je l'ai fait pour moi d'abord, pendant à peu près 3 ans, sur 22 expériences, et ensuite j'ai fait
des ateliers expérimentaux avec des personnes pour savoir si d'autres étaient capables de le faire autre que moi, me disant que peut-être que j'étais dans un délire aussi et qu'à un moment, pour prouver quand même quelque chose, le mieux c'était de le faire expérimenter à plusieurs personnes. Donc on a eu des résultats très intéressants avec les ateliers où on s'est vraiment clairement aperçu que d'autres personnes étaient capables de le faire. Ça n'a rien à voir avec un système de croyance ou quoi que ce soit, c'est une technologie de la conscience. C'est à partir du moment où on maîtrise cette gymnastique cognitive, qu'on comprend que notre mémoire est transtemporelle et donc quelque part elle est capable d'aller dans les deux sens de la flèche du temps et pas uniquement dans un sens unidirectionnel qui irait du présent du passé vers le futur, mais aussi du futur vers le passé. À partir du moment où on est conscient de ceci et qu'on s'y entraîne, parce que c'est important de s'y entraîner, hein, c'est comme aller à la salle de sport, ça se muscle, cette cognition à l'envers, cette cognition prémonitoire, on va dire. C'est des choses que j'enseigne aussi dans ma formation, se souvenir du futur. Donc ça fonctionne. Pendant 3 ans, ce qui est complètement fou, c'est qu'avec des éléments tirés au hasard, des symboles juste, et des animaux, se sont manifestées des synchronicités qui régulièrement, on va dire, accrémentaient leur information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une synchronicité se produisait, elle était en lien avec la suivante, et ainsi de suite, et celle d'avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que il y avait un surcroît d'informations. Chaque synchronicité qui se manifestait au hasard était en lien avec une information supplémentaire. Ça a créé comme une espèce de message, on va dire, sur 3 ans, qui a systématiquement pointé du doigt l'histoire d'une régénération de la vie. La fontaine du Jouvence est revenue plusieurs fois dans les constellations synchronistiques, on va dire, de la constellation des synchronicités dans la réalité. Le Graal, également, hein, omniprésent. Il y a eu plusieurs fois comme ça une référence à l'immortalité que je ne pouvais pas comprendre dans mon protocole, parce que comment, à un moment, l'image d'un rat avec le symbole du cristal donne une synchronicité qui, quelque part, va avoir un sens, puis ensuite va en générer une autre, où on retrouve ces motifs, et en plus, un surcroît d'information qui est en lien avec une mythologie, en lien, cette fois-ci, cette mythologie avec la quête d'immortalité, avec le désir de rajeunissement, de rajeunir, de régénérer la vie. Je ne pouvais pas me l'expliquer. Et en plus, ça me dérangeait dans mon protocole parce que quelque part, ça ramenait pour moi une espèce de bruit ésotérique qui ne me plaisait pas du tout. Mais alors pas du tout parce que je voulais vraiment l'évacuer. Pour moi, c'était comme un bug dans le système parce que je me suis dit, c'est pas sérieux, quoi. Je veux dire, à un moment, si on veut essayer de prouver que notre cognition est transtemporelle, que notre mémoire ne va pas que uniquement dans un seul sens de la flèche du temps, si on veut créer des expériences de prémonition, des protocoles d'expérimentation de création volontaire de synchronicité, il faut bien à un moment qu'on soit un peu sérieux. Et si on nous parle du Graal, et si on nous parle de la fontaine de Jouvence, ça paraît quand même être en décalage. Enfin, c'est l'impression que moi ça me donnait. Puis à un moment, je me suis quand même intéressé à la question, je me suis dit, mais quel est ce message quand même? Il a certainement un fondement, il a certainement du sens. Alors à peu près vers le milieu de ce protocole expérimental de création de synchronicité volontaire, j'ai eu plusieurs synchronicités qui étaient en lien avec la quête du Graal. Une synchronicité très importante que j'avais vu se manifester notamment à travers un reportage à la télévision sur la croisade avec Richard Cœur de Lion, avec un moment où effectivement il recherchait Jérusalem, il s'était perdu, et il y a un signe, un moment qui leur est donné, donc une synchronicité qui parle d'une synchronicité cette fois-ci, et tout ça en filigrane était en lien avec la quête mystique de la Terre Sainte, de délivrer le tombeau du Christ, et aussi en lien avec le Graal. Alors, quelques jours après cette synchronicité, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup inspiré ensuite. J'ai fait un rêve qui était en lien avec des motifs, on va le voir, de la quête du Graal, et aussi avec le roman de Chrétien de Troyes. Dans ce rêve, je me trouvais devant une sorte de fontaine avec des pierres, une fontaine naturelle, semble-t-il, mais qui avait été reconstruite. Alors j'étais dans une zone montagneuse, je pouvais voir au loin derrière moi une grande montagne, et puis il y avait une sorte de bassin
avec de l'eau très claire, très pure. Et puis on voyait bien qu'on avait bougé des pierres naturelles pour en refaire quelque chose d'artificiel dans le rêve. Et j'entendais dans le rêve une phrase me disant le père a reconstruit la fontaine de Barenton pour laver la souillure. Un truc, somme toute, très mystique. Donc dans le rêve, moi j'étais on va dire, j'étais dans le rêve, mais pas vraiment conscient. J'étais comme si je vivais le rêve, mais dans une espèce de semi-conscience. Alors que des fois je fais des rêves conscients, là c'était pas le cas, mais c'était quand même assez clair au niveau que j'ai réussi à ramener les informations, puisque j'ai réussi à bien m'en souvenir à mon réveil. Donc il y avait ça, et puis à un moment, je voyais comme une espèce de pierre cristalline sur le côté, que j'ai touché, et à un moment, sur le corps, il y avait comme une espèce de poudre de cristal, un peu cristalline comme ça, et je m'en suis mis sur moi comme si c'était du savon, en fait. Et à partir du moment où j'ai mis cette espèce de poudre de cristal sur moi, j'ai eu la sensation, par contre, dans le rêve, là c'est devenu très lucide, j'ai eu vraiment la sensation de sortir de mon corps, et de voir cette scène en dehors, on va dire, du dessus, comme si j'étais à une centaine de mètres au-dessus. Et je voyais l'eau qui descendait, qui alimentait cette fontaine. Là, je voyais vraiment bien d'où elle venait. Et il m'était dit qu'elle venait du futur, cette eau. Voilà, qu'elle venait du futur. Donc l'eau de la fontaine de Barenton était une eau qui, quelque part, pour purifier à nouveau, pour régénérer, pour laver la souillure, avait été reconstruite par le Père. Et cette eau, cette information venait du futur. Ok. Voilà ce que j'ai pu ramener de cette expérience onirique. Alors j'aurais pu me dire, oui, c'est un doux rêve, voilà, machin, ouais. Sauf que la fontaine de Barenton, on sait très bien qu'elle est liée à l'histoire du Graal. Fontaine de Barenton qui existe hein, physiquement, qu'on peut trouver dans la forêt de Pimpon en Bretagne, à Brocéliande. Donc voilà, donc moi je me suis pas trop intéressé à la dimension, on va dire, symbolique de la chose, mais ce qui m'intéressait, c'était le processus. C'était de me dire, tiens, c'est marrant, il y a l'idée d'une régénération, il y a l'idée d'une fontaine, et il y a l'idée du Graal. Donc on a on a un dispositif en un. On a un dispositif qui est lié au Graal, donc à l'immortalité, à une régénération, avec une eau qui vient du futur, et un point de vue d'observation qui est celui d'une perception extratemporelle, c'est-à-dire en dehors, bien au-delà, en hauteur, comme disait mon chaman Ernesto, quand il me parlait de son point de vue de l'aigle, notamment. Et donc on a cette perception quelque part d'une fontaine de jouvence. Quand on associe les éléments du rêve, on s'aperçoit qu'on est sur une fontaine de jouvence qui est alimentée par une eau qui vient du futur. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'au-delà de se dire que c'est de l'eau, c'est surtout une information descendante, hein, qui descendait vraiment du futur. On voyait bien qu'elle descendait de la montagne et qui descendait du futur. Alors c'est assez marrant parce que cette image d'un pic de l'esprit lié au futur a aussi été reprise et a d'ailleurs été une image qui a été utilisée par Philippe Guillemont, notamment dans son ouvrage que je vous recommande aussi, qui est Le pic de l'esprit. Donc à un moment, et ça il n'avait pas encore écrit ce bouquin hein, quand j'ai vu ce rêve là, ça devait être en 2014 je crois. Donc j'en ai pas parlé en plus, hein, on n'en a pas parlé de ce rêve. Et à un moment, ce rêve, moi, il me donne une information importante au regard de mes travaux là actuels que j'étais en train de faire. Je me dis, tiens, ce rêve, il est en lien avec toute la cascade de synchronicité, sans faire de jeu de mots, la cascade de synchronicité qu'il y a eu depuis des mois. Il est en lien avec le processus qui s'éveille, qui est en train d'émerger dans l'expérience des créations de synchronicité volontaire, qui est lié justement à une régénération du vivant, à une forme d'immortalité liée à la biologie. C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de penser le futur en termes de biologie comme un attracteur. C'est-à-dire de se dire que peut-être le futur, nous-mêmes dans le futur, notre biologie dans le futur a une influence sur notre passé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai dégagé le concept d'attracteur rétrocausal du futur, c'est-à-dire un attracteur qui se trouve dans le futur et qui, quelque part, va guider l'espèce ou va guider l'individu. Là, on parlera quelque part d'une sélection
d'une post-sélection naturelle, on va dire, c'est-à-dire une sélection naturelle qui se fait à partir de l'avenir, mais aussi d'un guidage qui se fait à partir de l'avenir et qui va vous protéger, qui va peut-être mettre en place des dispositifs biologiques, agir sur votre biologie pour vous attirer vers cet attracteur. On pourrait presque parler d'une influence épigénétique du futur. C'est-à-dire que l'environnement futur dans lequel vous êtes, dans le futur, et à partir duquel vous vous renvoyez une trace de ce futur dans le passé, sous forme de synchronicité, sous forme de rêve prémonitoire, sous forme de tout un ensemble d'informations que j'ai déjà développées ailleurs, eh bien ces informations, elles vont avoir un effet d'attracteur, parce que si vous les recevez dans le passé, c'est que forcément vous existez dans le futur, et que vous allez être en capacité de vous les renvoyer du futur vers le passé. Et c'est cette gymnastique, en fait, de boucle causale, à partir du futur vers le passé, qui fait qu'à un moment, on arrive à avoir cet effet de guidage. Parce qu'effectivement, si vous arrivez à vous envoyer une information du futur, par exemple une information de bonne santé, que vous êtes vivant de 30 ans dans le futur, que vous arrivez à vous transmettre là aujourd'hui dans le passé, eh bien, vous allez rejoindre forcément cette information, que vous allez être capable et en mesure de vous renvoyer. Le fait de vous renvoyer cette information va vous protéger, c'est ce qu'on appelle un attracteur rétrocausal, et il va avoir pour fonction de, quelque part, agir sur des périmètres de vieillissement, sur peut-être des paramètres de bonne santé, sur tout un ensemble de modulations de l'organisme, dont on ignore véritablement comment elles peuvent se produire, vous faire éviter peut-être des catastrophes, des accidents, des choses. En tout cas, essayez de vous faire prendre la bonne ligne de destinée, on va dire, et surtout d'essayer de voir aussi que notre destin n'est peut-être pas aussi figé qu'on le croit et qu'il est dynamique, voire plastique, et qu'on serait capable quelque part de l'investir avec notre conscience. C'est ça que j'ai essayé de mettre en pratique à travers les outils que j'ai développés dans ce souvenir du futur, dans certains de mes ateliers, dans ma formation en ligne, enfin tout un ensemble de choses qui sont simples, c'est pas des outils compliqués à mettre en place. Il suffit juste d'être capable de mémoriser, d'avoir de la mémoire, d'être capable de constater à un moment dans le futur que ce dont on avait eu l'information s'est réalisé, et quand on en prend conscience, de se souvenir du moment où on avait reçu cette information. Le fait de se souvenir renvoie l'information dans le passé, par le biais d'une boucle de conscience et de mémoire extratemporelle. Donc, on peut parler effectivement que vraisemblablement, ces outils de conscience liés à la rétrocausalité et à la conscience, donc à la rétrocognition, comme je l'appelle, un terme un peu barbare, mais bon, c'est comme ça que je l'ai appelé. La rétrocognition, en fait, aurait, on va dire, la même fonction qu'une sorte d'épigénétique du futur, c'est-à-dire un effet de conservation, un effet de nous attirer vers le futur dont nous serons capables de nous renvoyer l'information correspondante dans le passé. Donc, quelque part, le message des synchronicités, il n'était pas du tout incohérent par rapport à l'outil qu'on est capable de développer. Il était même plus que cohérent, il était hyper clair. Il suffisait juste à un moment de prendre l'information mythique et de l'adapter à une technologie de la conscience. Et à ce moment-là, on voyait bien que ça fonctionnait. Alors je pense que vous allez vous dire, bon, le Terrier il est devenu dingue, il nous parle d'immortalité via la rétrocausalité, comme quoi en gros le fait de se souvenir du futur, de mettre en place la rétrocognition et donc de créer des attracteurs dans le futur et de se renvoyer l'information à soi-même dans le futur, dans le passé, fait que quelque part ça nous allongerait la vie, ça nous protégerait, mais quel rapport avec l'immortalité? Ça va quand même pas nous rendre immortels. C'est ce qu'on peut imaginer, vous allez vous dire, c'est complètement fou. Mais en fait, biologiquement, on peut imaginer que une post-sélection naturelle, c'est-à-dire une influence évolutive à partir du futur, par le biais de l'attracteur, puisse vraiment changer notre biologie, changer quelque part l'orientation de notre biologie. On peut l'imaginer, c'est une hypothèse, c'est pas là il n'y a rien de prouvé par rapport à ça, c'est juste une hypothèse de se dire qu'à un moment peut-être, qu'à partir du moment où quelque part on inverse le sens de l'évolution, et qu'on le relie cette fois-ci à la conscience et puis au hasard, parce qu'avant on se dit que l'évolution biologique,
Et notre vie, même à nous, lorsqu'on n'était pas soumis à la rétrocausalité, en conscience, était le fruit du hasard. Bah oui, on a fait ci, on a fait ça dans notre vie, bah on a eu de la chance, ou on n'en a pas eu, machin, mais quelque part, on était sous le joug du hasard. À partir du moment où on prend le contrôle du hasard avec la conscience et qu'on entre dans la rétrocognition, et donc dans les processus, on va dire, où la conscience, à partir du futur, va avoir une incidence sur notre destinée, on se dit que, quelque part, le hasard n'est plus le maître à bord, et qu'il est quelque part téléguidé à partir du futur. Eh bien, les synchronicités, les renvois d'informations à partir du futur fonctionnent ensuite comme des balises, c'est-à-dire qu'ils vont, à un moment, à chaque fois qu'on a ce retour d'information, nous emmener un petit peu plus loin. Alors ce un petit peu plus loin, on peut imaginer, et là c'est bien théorique uniquement, on peut imaginer qu'ils deviennent une nouvelle adaptation biologique. Et c'est-à-dire que notre organisme s'entraîne à essayer d'avancer au maximum vers le futur. Alors, effectivement, on se dit l'immortalité, mais enfin, où est-ce qu'il veut en venir avec cette émission sur l'immortalité, le Tari? Alors ok, ça pourrait être une finalité de l'évolution, lorsqu'à un moment elle est liée et couplée à la conscience et avec une intention volontaire de la part de celui qui l'expérimente. Donc quelque part, que notre conscience, en tant qu'individu, on serait capable de prendre en charge notre évolution biologique, et donc notre santé, tout un ensemble de paramètres qui peut-être nous permettraient de prolonger notre vie, de nous maintenir dans un état de vie idéal peut-être, et pourquoi pas aussi d'agir sur des mécanismes de vieillissement qui nous permettraient de vivre un peu plus longtemps. Enfin, tout ça reste du domaine bien sûr théorique, mais je pense que d'ici quelques temps, on aura moyen de prouver ces expérimentations par la conscience. Plus il y aura de gens qui pratiqueront, et plus il y aura de gens qui seront capables donc de vivre leur vie sous cet angle-là, et de voir quelque part si on n'arrive pas à effectivement avoir ces résultats. Une sélection, une post-sélection naturelle à partir du futur, ça devient quelque chose de sérieux. Hein, ça a été évoqué par des philosophes, par des biologistes. Il y a notamment Vargo, qui est un Américain, qui dans son bouquin, qui s'appelle Time Loops, parle de ce phénomène, l'évoque également. Donc c'est pas uniquement une création de mon esprit. Ça a germé dans la tête de plusieurs chercheurs en même temps. Mais vous allez me dire, mais l'immortalité, c'est bien gentil, mais si on est tous immortels, notre pauvre planète, qui est déjà en souffrance, parce qu'on est déjà un certain nombre de personnes, on a déjà un certain nombre d'humains, surpopulation, on n'a pas les ressources pour tout le monde veut avoir une vie confortable, et donc on consomme de plus en plus des ressources qu'on n'a pas, et on est en train de détruire notre planète. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça, c'est complètement juste. Donc, je veux dire, si tout le monde est immortel et vit ou vit 150 ou 200 ou 300 ans, il va falloir trouver les terres de rechange. Alors, là, ce que je vais dire ici, ça n'engage que moi, et c'est une pure vision théorique. Mais je pense que lorsqu'à un moment, une société devient immortelle en lien avec la conscience, je pense qu'elle élargit le cadre de sa réalité, et qu'elle arrête de se croire uniquement vivante sur un rocher au milieu de l'espace, et que s'ouvrent à un moment pour elle des perceptions différentes d'un univers plus global, avec des possibilités à un moment d'expansion dans un espace différent. Et il n'y a plus ces histoires de localisation dans l'espace, de dire oui mais là on est sur un petit caillou, on est en train de manger toutes les ressources. Je pense qu'à un moment, si immortalité biologique un jour il y a, pour une société, pour une civilisation, pour une espèce, il me semble que ça dépassera cette compréhension, cette interaction que cela suggère avec la réalité, puisqu'on est capable avec les synchronicités de créer des événements, d'interagir avec le réel, et de voir que le réel est quelque part complètement déjà interfacé avec notre conscience et nos intentions et nos désirs. Donc, je pense que cette faculté-là, si elle est en lien avec un allongement de la vie grâce à cette technologie de la conscience, permettra également un élargissement du cadre de notre réalité. Et donc, il n'y aura pas ces problèmes de ressources énergétiques, tout ça, parce que quelque part, ça va dépasser, transcender complètement tout ça. On sera les créateurs de notre réalité et on arrivera à faire quelque chose qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire résoudre des problèmes qui, pour l'instant, sont insolubles. On va dire, mais comment on peut faire? On peut pas avoir de solution sur ça. Et d'un seul coup, puisque connectivement et collectivement et en conscience, on est capable d'agir sur certains leviers du réel, sur certains gouvernails du réel,
à ce moment-là, effectivement, on peut résoudre des solutions qui, pour l'instant, n'ont pas de solution. On peut résoudre des problèmes qui n'ont pas aujourd'hui de solution. Donc ça, c'est ma vision des choses, et ça mérite quand même d'y réfléchir. Alors à travers cette émission, j'ai voulu faire tomber un certain nombre d'idées reçues. Et c'est pas des petites idées reçues, c'est des grosses, hein, comme quoi par exemple, mourir c'est naturel, on finit tous par mourir, c'est la vie, c'est comme ça. Eh bien non, pour certaines espèces dont on a parlé tout à l'heure, l'évolution les a rendus immortels. Donc pour eux, mourir c'est pas une finalité, c'est pas le choix que le vivant a choisi pour ces espèces. Donc on ne peut pas dire d'office, de toute façon mourir c'est naturel, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie, pas du tout. Voilà, ça me semblait vraiment important de le préciser dans cette émission. Ça permet quelque part de déculpabiliser quand on va parler d'immortalité physique, parce que quelque part ça reste quand même un tabou. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas l'appréhender ou l'imaginer, parce que bien sûr ils espèrent et pensent à une immortalité, on va dire, post-biologique, c'est-à-dire après la mort. Et je la conçois aussi, hein, cette immortalité, mais il pourrait y en avoir d'autres formes. C'était pour moi le sens de cette émission, de montrer qu'il ne faut pas toujours rester suspendu à un seul espoir ou à une seule voie, une seule vision, un seul angle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qui a fait que, quelque part, j'ai fait un certain nombre de découvertes et de recherches dans ma vie. C'est parce qu'à un moment, j'ai pris des sujets qui étaient vus sous un angle, et moi j'ai décidé de les voir non pas sous un angle mais sur plusieurs, mais aussi sous des angles complètement différents. Si un sujet, quelqu'un, par exemple, pour prendre une métaphore, un sujet, les gens le regardaient tous de front, mais moi je le regardais par-dessous, je le regardais sur le côté, puis je le regardais par-dessus. Voilà. Et je fais pareil avec cette histoire d'une immortalité biologique, ou d'immortalité tout court, qu'on peut effectivement avoir une fois qu'on est mort, mais aussi de son vivant. Hein, c'est pas une piste à négliger, puisqu'en plus, elle nous offre le choix. Voilà, et ça c'est important, elle nous rend encore plus de libre arbitre. C'était vraiment important pour moi de le signaler ici. Alors ce qui m'intéresse, pour conclure cette émission, ce qui m'intéresse c'est de montrer en fait que les deux visions qui sont opposées, on va dire, des spiritualistes, plutôt écologistes, en lien avec la vie, qui respectent la nature, qui respectent le droit des animaux, qui respectent les droits des peuples natifs, tous ces gens dont je fais partie, sont plutôt en opposition avec les autres qui, eux, sont intéressés par la technologie, par le matérialisme, par le profit, par l'argent. Ça me paraît un peu manichéen, franchement. Il y a des gens qui sont dans la conscience et qui font un bon business. Il y a des gens qui sont dans l'écologie qui font du business aussi. Voilà. Je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein, je pense que là, il faut arrêter d'être dans des espèces de clivages comme ça, où chacun campe sur sa position. Je pense fondamentalement que derrière le transhumanisme, derrière même le matérialisme, il y a une volonté de liberté, malgré tout. Une liberté légitime, une espèce d'ultime liberté. Alors on me dit, pourquoi vous, monsieur Le Terrier, vous vous intéressez à l'immortalité, vous qui êtes dans les spiritualités, vous avez travaillé sur des recherches sur l'au-delà, vous êtes persuadé d'une vie après la mort. Alors pourquoi une immortalité physique? Moi je pense que c'est en lien avec une ultime liberté. L'ultime liberté d'avoir le choix à un moment de dire je veux y aller ou je veux pas y aller. Parce que là pour l'instant, dans l'au-delà, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le choix, on ne vous demande pas votre avis. Hein. Vous allez y aller. Mais on ne vous demande pas si vous avez envie d'y aller et quand vous avez envie d'y aller. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est n'importe quoi, c'est le destin, ça. Non, pas dans ma logique de fonctionnement à moi. C'est pas le contrôle absolu que je veux. Ce que je veux, c'est d'aller vers la liberté absolue. La liberté absolue, c'est pour moi le droit de choisir, d'avoir le libre arbitre à tous les niveaux du réel. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas notre libre arbitre à 100% sur toutes les questions d'organisation de notre vie et même de l'après-vie. On n'a pas ce libre arbitre parce qu'on n'est pas capable à un moment de choisir. Si demain je vous dis tu pourras mourir, ok, mais ce sera quand tu veux. C'est différent. On n'est pas dans la même logique ou dans le même paradigme à ce moment-là. Donc, cette quête du Graal,
cette quête de la fontaine de Jouvence, cette quête de Gilgamesh, cette quête de Maui quand il essaye de vaincre la mort aussi, en retournant à la source, hein, c'est-à-dire en voulant rentrer à l'intérieur de la déesse par ses organes génitaux, transformés en lézard. Quand on a tout ça, quand on comprend en fait la motivation principale de tous ces mythes, jusqu'au délire du transhumanisme technologique, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une volonté d'ultime liberté, d'une volonté de liberté absolue, du choix, voilà, de prendre non pas le contrôle de sa vie, non pas le contrôle du destin, non pas le contrôle du vivant, ou le contrôle de l'univers, mais juste à un moment, par un acte de liberté globale, collectif, assumé, d'une liberté absolue qui, à ce moment, permet vraiment de transcender toutes les limites et d'ouvrir l'espace et l'univers dans sa globalité. Merci, j'espère que cette émission vous aura plu et encore une fois de plus vous aura mis le ravioli en ébullition. Merci, à bientôt.